Alors donc pour cette nouvelle vidéo, on va refaire la question précédente, mais en adoptant une autre stratégie, puisque le résultat obtenu précédemment je dirais, vraiment satisfaisant. On avait perdu quelques lettres. Ça n'empêcherait pas la détection du texte dans sa globalité, mais on souhaite faire un petit peu mieux. Donc ce que l'on va faire, c'est conserver donc ces éléments. On va conserver l'angle 1, l'angle 2, les lignes 1, ligne 2 aussi vont nous servir, et le reste va partir. On va réouvrir l'image de départ, en reprenant cette partie du code, et on va refaire aussi ce que l'on avait fait au départ, c'est-à-dire tout cela. Alors, finalement, ce qui sera plus simple, c'est de récupérer dans Image traitée IM2 obtenu à la partie précédente. Voilà. Comme ça, pas besoin de rouvrir quoi que ce soit. On a image traitée. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une ouverture sur cette image traitée. Alors on va revoir un petit peu l'image traitée pour se la rappeler. Voilà l'image que l'on avait. Donc ce que l'on va vouloir faire sur cette image, eh bien, c'est comme sur ce qu'on a fait sur le seuil. On va, à l'aide d'une ouverture, on va effacer le texte et faire ressortir les lignes de l'image. Donc on va refaire deux ouvertures, mais cette fois-ci sur l'image en niveau de gris et non pas sur l'image binaire. Donc on fait deux ouvertures, toujours de l'image traitée avec L1, une autre ouverture de l'image traitée avec L2. Voilà. Et ensuite, on va regarder le résultat en fusionnant ces deux images, comme tout à l'heure, à l'aide d'un maximum. Donc au final, c'est la même chose que tout à l'heure, simplement sur l'image en niveau de gris et non pas sur l'image seuillée. Hop. Regardons le résultat obtenu. Alors le résultat est assez intéressant, peut-être qu'il ne se voit pas par la vidéo, mais on arrive à obtenir, là je pense que vous arrivez à le voir, on arrive à obtenir les lignes de l'image, et puis on a aussi des lignes qui sont dues à la texture du niveau de gris, certainement la façon dont le niveau de gris a été imprimé, les parties foncées des cases. Voilà, donc on a des lignes supplémentaires qui n'apparaissaient pas dans le seuil, enfin si elles apparaissaient si on poussait le seuil un peu plus haut, et puis on voit bien les lignes du quadrillage de l'image. Donc maintenant, cette image, on va pouvoir la seuiller. Alors pour la seuiller, on va utiliser notre fonction de seuil interactif. Voilà, et on affichera la valeur du seuil obtenue. Voilà, donc là on voit qu'on perd trop de lignes, on va augmenter un peu le seuillage. Là on a quasiment toutes les lignes de l'image, on va peut-être pousser un peu plus. Oui, bon, on va rester vers 25. Ça paraît raisonnable de se mettre à 25. Oui. Voilà ce que l'on obtient. Donc on a toutes les lignes de l'image, plus quelques lignes parasites. Ce n'est pas grave. On pourra s'occuper des lignes parasites. Ce seront des éléments qu'on pourra identifier à l'aide d'un algorithme, enfin à l'aide d'une méthode, que justement vous allez découvrir à l'aide de cette vidéo. Donc on va garder le seuil de 25. Donc on va faire un seuil de l'image R à la valeur 25, voilà, et on obtient l'image S2. Alors, la suite consiste à récupérer le code de l'exercice 3 du TP3, donc qui est ici, et de récupérer en fait
le code qui permettait de compter les composantes connexes. Alors voici le code. Alors ce code, on va l'adapter pour notre travail. Donc ce code, on va en faire une fonction qui nous servira, parce que ça va nous servir deux fois. Donc cette fonction, on va la définir ici, ça s'appellera filtrer taille. Ça prendra une image IM ainsi qu'un élément structurant EL qui servira à faire la reconstruction des éléments. Oh, bon, même, oui. Qui servira à trouver les composantes connexes. Alors le but de cette fonction, c'est de créer une image où seules les composantes EL recon connexes, on va mettre EL, seules les composantes EL connexes, donc soit 4 connexes, soit 8 connexes, selon qu'on donne un diamant de taille 1 ou un carré de taille 1 comme deuxième paramètre, donc où seules les composantes connexes comportant plus de n pixels apparaîtront. Donc les petits objets, en termes de pixels, n'apparaîtront pas. Alors cette fonction, comment va-t-elle fonctionner? On va évidemment récupérer la taille de l'image. On récupère cela. On fait une copie, donc ça ce n'est pas si c'est nécessaire. On fait une copie de l'image pour ne pas dénaturer l'image. On aura aussi le résultat. Voilà, pas besoin de compteur. On parcourt la hauteur et la largeur de l'image. Si l'image IM2 possède un pixel, on reconstruit ce pixel dans IM2 à l'aide de l'élément structurant EL. Voilà. Ensuite, on remet le pixel à 0. On retire dans IM2 ce pixel et surtout on va s'interroger sur combien il y avait de pixels dans cette composante connexe, recon m, qui est donc une composante connexe de l'image. Donc if np.somme de recon m divisé par 255, donc on fait la somme des pixels de la composante connexe. La somme des pixels va nous donner le nombre de pixels multiplié par 255, puisque chaque pixel blanc est à la valeur 255. En divisant par 255, on récupère comme ça le nombre de pixels. Si ce nombre de pixels est supérieur à la limite n, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, dans l'image résultat qu'on appelle R, on rajoutera les pixels de recon m. Et à la fin, on retourne R. Alors, si on récapitule ce que fait la fonction, elle prend donc une image IM, un élément structurant gamma 4 ou gamma 8 et une valeur n, et elle va retirer de IM dans le résultat, elle va retirer de IM tous les composants EL connexes, toutes les composantes EL connexes qui sont plus petites ou égales que n, c'est-à-dire qui possèdent n pixels ou moins. Donc ce que l'on fait, c'est que on récupère les dimensions de l'image, on parcourt toute l'image, on fait une copie de l'image pour ne pas dénaturer l'image originelle. À chaque fois qu'on trouve un pixel, on le met dans un masque, on reconstruit ce masque dans l'image de départ à l'aide de l'élément structurant EL pour la reconstruction. Dans recon m, on possède donc la composante connexe de l'image IM qui contient le pixel de coordonnées IJ. Une fois que l'on a cette composante connexe, on la retire de notre image que l'on explore, et surtout ce que l'on fait, c'est qu'on regarde le nombre de pixels qu'il y a dans cette composante connexe. Si ce nombre est strictement plus grand que n, on met le résultat, enfin la composante connexe, on rajoute cette composante connexe à R. Alors on va utiliser cette fonction ici, afin de filtrer le résultat obtenu. Alors, si on regarde de nouveau le résultat que l'on avait, avec le seuil, donc voilà. Si l'on regarde le résultat obtenu, voilà, on voit qu'on a des petites composantes connexes qui sont les lignes dont on souhaite se débarrasser, et les énormes composantes connexes ici sont les lignes que l'on souhaite conserver pour ensuite pouvoir les éliminer de l'image. Donc voilà les lignes qui nous intéressent. Et on voit qu'en fait elles ne forment que quelques composantes connexes parce qu'elles sont toutes reliées entre elles.
Donc on va par exemple dire que l'on souhaite filtrer les lignes donc de l'image S2 qui sont qui font moins de 100 pixels. Donc filtrer taille de l'image S2 avec, on va définir gamma 4. Voilà, donc ici ce sera gamma 4 et la valeur ce sera 100 pixels. On va afficher ligne. Alors filtrer taille n'est pas correct puisque il n'a pas été trouvé. Alors probablement que je l'ai mis à la fin de mon code au lieu de le mettre au début. Voilà. On lance et on obtient. C'est en train de parcourir l'image, trouver les composantes connexes et on obtient l'image avec les lignes et plus beaucoup de problèmes. Alors on a des petits morceaux qui demeurent ici et là, mais ce sont des morceaux dus aux petits parasites qui se sont collés sur notre image originelle, qu'on va très bien pouvoir faire avec. Alors maintenant, ce que l'on va vouloir regarder, c'est eh bien l'image de départ que l'on avait, moins justement cette image de ligne. Donc l'image de départ, celle que l'on avait filtrée, on va regarder l'image S, c'est-à-dire l'image seuillée de tout début. Cette image-là, voilà, cette image-là, S, qui contient le texte, les lignes, etc., on va soustraire à cette image l'image de ligne. On va regarder ce que ça va donner. Donc on va construire ainsi l'image texte, qui sera égale donc à S moins ligne, et on va afficher texte. On va regarder le résultat obtenu. Voilà, l'algorithme s'exécute pour trouver les composantes connexes, et c'est pas trop mal. On a le texte, on a quelques petits parasites encore ici et là, mais on a la plupart du texte. De nouveau, on va pouvoir faire encore un filtrage pour se débarrasser des parasites. Alors, on pourrait faire une petite ouverture par reconstruction de cette image, par gamma 4, mais ça va faire la même chose, je vais le montrer d'ailleurs, ça va faire la même chose que précédemment. Alors, on va faire texte égale morpho.mymorpho.myopen reconstruction avec une image, l'image texte. L'élément structurant d'ouverture, ce sera le gamma 4, et la reconstruction, ce sera aussi gamma 4. Et là, en fait, on va voir que c'est comme précédemment, on va perdre les chiffres, certains chiffres, dans le résultat, puisque eh bien, ils sont trop petits pour laisser passer gamma 4 à l'intérieur. Donc on a certains 0 qui sautent complètement, ou certains 1 qui sautent complètement, parce qu'ils sont entièrement détruits par l'ouverture. Donc en fait, au lieu de faire une ouverture par reconstruction, on va faire ce qu'on appelle une ouverture par R, par taille. En fait, on va filtrer les éléments trop petits dans l'image texte, et ce sera un filtrage de taille de l'image texte. Cette fois-ci, ce seront des éléments beaucoup plus petits parce que les éléments sont globalement plus petits. 10 devrait suffire à conserver les chiffres et les lettres qui nous intéressent. Et on affichera texte 2. Ah, le résultat, non, toujours en train de calculer. Et voilà le résultat. Donc on a quand même quelques parties de chiffres qui ont disparu, mais ça, bon, il y en a un qui a disparu, c'est pas très très grave, puisque ce qui nous intéresse, c'est d'avoir globalement l'emplacement du texte. Donc, c'est pas trop mal. On pourrait peut-être, si on veut, diminuer
la limite que l'on a mis, mais bon, là c'est très satisfaisant, ça résout bien le problème. On va garder ces valeurs-là. Donc maintenant qu'on a le texte 2, ce que l'on va faire, alors je vais remettre le résultat pour que l'on voit bien ce que l'on va faire par la suite. On va essayer de rendre le texte plus épais, faire des blocs de texte, faire des grosses taches blanches qui nous permettront de définir les zones où sont le texte. Ensuite, ces taches blanches, on gardera uniquement leur contour, voilà. Donc on va essayer de trouver des grandes taches blanches pour faire des zones de texte, des blocs de texte. Alors, déjà ici, ce que l'on peut faire, c'est une... si je ne me trompe pas, et je ne me trompe pas, ce que l'on peut faire, c'est une fermeture à l'aide d'une ligne de l'angle trouvé précédemment, afin de fusionner toutes les lettres les unes à côté des autres, les fusionner en un seul grand bloc. Donc on va faire des lignes pas très grandes, hein, à mon avis 10 pixels suffiront largement. Ça va permettre de transformer tous ces éléments en un seul grand bloc. Donc ça nous fera l'image texte 3. Donc mymorpho.myClose de texte 2 à l'aide de 10 pixels, on l'a déjà, à l'aide d'angle 1. Alors en faisant ça, on va voir, on relance le code, donc le code est un peu plus long à s'exécuter à chaque fois. Il y a d'ailleurs un print, oh oui, on peut laisser le print là sur 46, ce n'est pas très grave. On a une erreur à cause du myClose, évidemment. Je fais n'importe quoi. C'est myClose de L1 et pas d'angle 1. C'est reparti. Je regarde le temps que ça met. On est presque à... Là, on est à 10 secondes d'attente. Là, on est à 20 secondes d'attente. Et voilà, 20 secondes donc. Et voilà ce qu'on obtient en faisant une petite fermeture. Donc, tous les espaces qui sont entre les lettres voisines sont comblés. Les espaces d'une ligne à l'autre sont trop grands pour être comblés par la fermeture, et surtout que la fermeture est dans une certaine direction. Et donc, on obtient des blocs de tout notre texte, et c'est ce que l'on souhaitait obtenir. Alors ces blocs, on peut les élargir un petit peu si on a envie, mais on peut ne pas les élargir aussi, si on ne le souhaite pas. On va d'ailleurs les garder comme ça pour voir comment ça donne. On va les garder comme ça. Et donc maintenant, tout ce que l'on a à faire, c'est d'abord réouvrir l'image de départ, mais comme une image couleur. IMC. Comme une image couleur, voilà. On calcule le gradient de texte 3, ces blocs que l'on a. Donc, de texte 3 est toujours avec G4, ça suffira très bien. Voilà, donc dans G, on a maintenant que le bord des blocs. Et ce que l'on va faire, c'est que dans IMC, dans les pixels de IMC où on a un bloc, c'est-à-dire où G contient des pixels strictement positifs, donc on a les bords d'un bloc, et bien dans ces pixels, on mettra les valeurs à 255 pour le rouge. Donc évidemment, si je veux faire ça, il faut que je sépare d'abord les trois canaux.
B, V et R. Donc le rouge, ce sera le deuxième. Le bleu-vert, ce sera le 0 ou le 1, mais je m'en fiche, je peux les traiter de la même façon. Je fais ensuite, je dis que dans le canal rouge, là où G est strictement positive, je mets à 255, et dans le canal bleu-vert, là où G est strictement positif, je mets à 0. Je reconstruis l'image IMC avec ces canaux. Voilà, et je peux afficher l'image IMC obtenue. Voilà. J'ai bien réussi à entourer le texte de l'image. Alors je pourrais élargir un petit peu pour entourer le texte de façon un peu plus grossière. Mais voilà. Alors évidemment, on a entouré des choses qui ne sont pas vraiment le texte. Hein. Ici, on voit qu'on a une petite barre, ce n'est pas du texte. Voilà, mais globalement, on s'en est plutôt bien sorti, étant donné que l'on utilise uniquement des outils géométriques, qu'on n'utilise absolument pas ici, par exemple, de réseau de neurones pour reconnaître des lettres ou quoi que ce soit. On se base uniquement sur le fait qu'on souhaite isoler des éléments sombres de l'image, ce sont les lettres, qu'on a d'autres éléments sombres, ce sont le texte et le fond de certaines cases. On peut s'affranchir du fond de certaines cases. Ça a été un peu plus difficile, mais on a réussi à s'affranchir des lignes de l'image, qui sont elles aussi, donc les grandes lignes sont aussi des éléments sombres, et donc on garde que les éléments sombres qui ne sont ni des lignes ni des fonds de case, c'est-à-dire du texte. Donc voilà, qui répond, c'est pas le bon énoncé, c'était celui-là, le bon énoncé. Hop, je reprends l'énoncé. C'est pas le bon ici non plus. TP4. Voilà. Je reprends le bon énoncé, voilà. Donc, on ne garde que le texte et on a réussi à entourer en rouge le texte de l'image. Et maintenant, on n'a plus qu'à redresser l'image. Donc, le redressement de l'image se fait dans MyUtile, nous avons une fonction, non, dans MyImage, nous avons une fonction rotation qui prend une image et un angle de rotation. On va faire IMC égale myimage. Ah oui, il faut que je l'importe. Voilà, myimage.rotation de une image et un certain angle, donc IMC, et l'angle sera de 180 moins angle 1, je pense. Là par contre, je ne sais pas exactement la rotation, le signe de l'angle qu'on est censé lui donner. Et ça devrait aller. Ou peut-être moins angle 1 en fait. On va tenter comme ça. Ça, on peut fermer.
Voilà. On a donc réussi à redresser l'image, entourer le texte, on s'en est plutôt bien sorti. On peut tester maintenant ça sur les deux autres fichiers, puisqu'on avait aussi deux autres fichiers. On peut voir si la méthode est robuste un petit peu à d'autres fichiers. Alors le problème des autres fichiers, si on regarde par exemple feuille2.png, le problème ici, c'est pas tant le contraste, puisqu'on est toujours dans les mêmes conditions d'éclairage, c'est plutôt la taille des éléments structurants, puisqu'on voit ici, on a fait un zoom par rapport à feuille 1. On a donc des éléments plus gros. On risque peut-être, en gardant les mêmes paramètres de taille d'éléments structurants, d'avoir des surprises. Donc, en général, ça n'arrive pas sur une véritable application, puisque les images sont ce qu'on appelle calibrées, c'est-à-dire qu'elles sont prises dans des mêmes conditions, par exemple avec un même scanner qui fournit les mêmes conditions d'éclairage et qui fournit le même niveau de zoom. Ici, évidemment, ce sont des photos prises avec un téléphone qui sont plus ou moins zoomées, donc forcément, ça risque de ne pas marcher parfaitement bien. Eh bien, à ma grande surprise, ça fonctionne toujours. Voilà, je suis surpris. Alors on voit ici quand même on a perdu quelques éléments. Je pense que c'est principalement dû non pas à leur taille, mais à leur proximité avec le bord de l'image, qui fait que certaines opérations d'élargissement, de détection, etc. se sont mal passées à cause du fait qu'on est trop près du bord. Ce n'est pas très grave, ce n'est pas un problème qu'on va essayer de résoudre ici. Voyons comment se passent les choses avec feuille 3. Eh ben c'est pas mal, si ce n'est qu'on a fait une rotation de 180 degrés en trop, bon, c'est pas vraiment grave. Ce sera pas facile à détecter automatiquement, à savoir si on n'a pas fait une rotation de 180 degrés en trop. Une rotation de 90 degrés, c'est-à-dire si le texte était vertical et non pas horizontal, ce serait facile à détecter. Puisque une fois qu'on a juste le texte, on peut voir avec des ouvertures par des lignes horizontales ou verticales, si celui-ci est plutôt orienté verticalement ou horizontalement. Si on se rend compte que le texte est orienté verticalement, qu'on fait des ouvertures par exemple avec une petite ligne horizontale, on voit que le texte est entièrement supprimé. En faisant des ouvertures avec une petite ligne verticale, on voit que le texte n'est pas supprimé. Ou alors en regardant la forme des éléments, des cadres qui entourent le texte, on peut voir que les rectangles sont allongés dans une direction plutôt qu'une autre, et en regardant cette direction, on peut en déduire si le texte est plutôt horizontal ou vertical. Donc avec ça, on peut en déduire s'il faut faire une rotation de 90 degrés de plus ou de moins. Par contre, savoir si le texte est à l'envers, c'est plus compliqué. Cela nécessitera de la reconnaissance de texte pour être capable de dire qu'effectivement les lettres sont à l'envers. Bon, néanmoins, ici, ce n'est pas le but de l'exercice. Il suffit de proposer, pourquoi pas, à l'utilisateur un petit bouton pour tourner l'image de 180 degrés de plus si elle ne lui plaît pas. Voilà, donc c'est la conclusion de cet exercice qui n'était pas facile si on souhaitait le faire vraiment proprement et avoir un algorithme robuste. On voit que l'algorithme là fonctionne sur 3 images différentes, avec différentes conditions de zoom, globalement les mêmes conditions d'éclairage. On arrive dans chaque cas à bien entourer le texte, mais pour ça, il a fallu faire un peu plus de travail, c'est-à-dire savoir, enfin la technique qui consistait à, une fois qu'on avait trouvé les éléments qui nous intéressaient en ayant seuillé l'image et en ayant fait des calculs sur cette image pour trouver les deux angles, revenir à l'image en niveau de grille pour faire des traitements sur cette image. Et c'est un conseil que je vous donne, c'est que quand vous seuillez une image, vous la dénaturez énormément. Donc ensuite, si vous faites des opérations pour extraire une information de cette image et qu'après cette information vous sert à faire des transformations supplémentaires sur l'image, faites ces transformations supplémentaires sur l'image en niveau de grille, si c'est possible, et non pas sur l'image seuillée. Vous aurez comme ça une information un peu plus, entre guillemets, pure, plus proche de l'image d'origine. Et voilà qui conclut cet exercice.